Aujourd'hui, on va avoir une petite conférence d'une quarantaine, 45 minutes avec un thème qui nous intéressait pas mal avec Alain parce qu'on sait qu'il a finalement été assez peu traité. Il a souvent été traité à l'envers en se demandant comment on pouvait augmenter l'expérience boutique avec le digital. Et cette fois-ci, on s'est posé la question inverse. Vous savez que moi, je me suis beaucoup intéressé au modèle des DNVB, des marques digitales d'abord, et qui ensuite allaient vers le milieu du retail. Et là, c'est de se dire, OK, mais comment finalement, quand on est une marque, principalement digitale, elles le seront tous de plus en plus, comment on va servir cette fois-ci du retail pour augmenter l'expérience, pour offrir quelque chose de différent à ses clients et pour faire en sorte justement de multiplier les touchpoints de façon assez intelligente, de façon à ramener de l'humain et aller chercher pas mal de data. Donc pour parler de ce sujet aujourd'hui, on est avec Philoté. Philoté qui est retail manager chez L'Occitane, du groupe L'Occitane, mais pour la marque Herborian, marque coréenne du groupe. Et on est avec Mathieu, fondateur de Nestor, qui crée pour le coup, qui a et qui crée des pop-up stores pour les marques. Je me suis pas trompé? Tout à fait, c'est très bien. Super. Pour commencer, Philoté, évidemment, on a envie de savoir comment une marque de beauté se porte aujourd'hui, comment elle intègre, quand on est une marque aussi complexe, entre guillemets, en termes de produits, comment elle intègre le digital et quel est un peu le rapport entre retail, digital aujourd'hui chez la marque. Alors, pour vous donner... je peux faire ça, micro? Non, parce que à distance, on ne va pas Bon, vous entendre. je préfère ça, mais c'est pas grave. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la marque, Herborian, c'est une marque coréenne qu'elle a été créée il y a à peu près 14 ans. Qui elle commercialise des produits de soins qui allient en fait les actifs, des ingrédients de la pharmacopée coréenne avec des technologies spécifiques aussi qui viennent de la Corée. L'objectif, dans un premier temps, quand la marque elle a été développée et qu'elle a été rachetée par les groupes L'Occitan en 2016, c'était dans un premier temps, en fait, de la faire connaître, surtout en France, et de développer sa notoriété, son business, et encore une fois, surtout en France. Il y a... l'objectif principal, c'était de créer des partenariats solides et le digital, c'était un bon moyen pour aller chercher du développement et faire grandir la marque. Aujourd'hui, le digital présente une partie assez importante dans le business et le retail est là en fait comme un vecteur d'image. Nos boutiques, nous avons des boutiques en France, 11 boutiques en Russie on est en plein développement. Donc les rôles du retail aujourd'hui, c'est surtout en fait de véhiculer l'ADN de la marque et de créer un contact avec les clients et faire parler en fait de la vision de la marque qui concerne la beauté. Et justement, toi, Mathieu, donc toi, tu vends, en tout cas, tu proposes des concepts de pop-up store. Aujourd'hui, c'est quoi tes arguments pour séduire les marques qui, par exemple, n'auraient pas encore de boutique, pour les faire passer le cap du retail? Alors, très longtemps, on a eu des arguments finalement assez classiques qui allaient du coup de com, au coup marketing, au lancement produit, au test de concept ou de localisation avant d'ouvrir de manière plus pérenne des points de vente. On a eu évidemment la saisonnalité qui est un facteur fort. Donc, vendre des maillots de bain au mois de juin a plus de sens qu'au mois d'octobre. Et depuis quelques années, les marques font la démarche ont changé de paradigme et veulent vraiment faire l'acquisition de clients et la fidélisation de clients. Et je crois que le point de vente répond beaucoup plus à ces objectifs-là. Et l'idée pour les marques, c'est vraiment d'aller apporter autre chose que ce qu'elles peuvent proposer sur un site web et surtout de comprendre de plus en plus qui sont leurs clients et qu'est-ce qu'ils attendent, comment ils pensent leurs produits et comment ils consomment leurs produits.
Chez Herborian, vous avez des produits qui sont plutôt complexes, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin vraiment d'un rapport humain, de confiance aussi. Toi, en tant que retail manager, c'est entre guillemets assez facile dans une boutique de pouvoir créer ça. Comment vous arrivez justement à avoir une expérience qui soit assez omnicanale, qui puisse être aussi satisfaisante sur le site qu'en boutique, par rapport à la complexité des produits? Euh, En fait, l'omnicanalité aujourd'hui, c'est vraiment au sein de notre stratégie One Client, One Brand. On sait aujourd'hui que la plupart de nos clients, la plus grosse partie de nos clients effectuent des achats sur notre site internet, sur les sites des commerçants aussi, mais qu'ils viennent en boutique parce qu'ils cherchent forcément ces conseils personnalisés. Donc, pendant le confinement, en fait, on a essayé de faire des test and learn et on a mis en place un projet de social selling qui avait comme but en fait cette expérience omnicanale et mettre en avant notre point de vente, mais également les sites internet. Donc, qu'est-ce que c'était plus concrètement? En fait, on appelait ça du coaching beauté. On proposait 4 thématiques, qui étaient liées avec la période, le contexte sanitaire également. Et les clients pouvaient prendre un rendez-vous, réserver un créneau et effectuer un call avec les conseillères beauté, les conseillères de la boutique. Donc, les rôles en fait des conseillères, c'était de fournir d'un conseil personnalisé auprès des clients et ensuite accompagner les clients sur les sites internet pour les convertir et effectuer de la vente. C'était un projet, voilà, c'était un test and learn. On a appris beaucoup de choses et surtout, on a renforcé les liens avec nos clients pendant un moment compliqué, un moment particulier. Il y a beaucoup de clients. En fait, les rendez-vous duraient 20 minutes et presque tous les clients avaient resté au téléphone beaucoup plus avec nous. On passait presque le double du temps parce qu'ils avaient envie de parler, de raconter des choses, d'apprendre les choses. À la fin, ils nous disaient, ah bon, quand vous allez avoir une boutique en Provence, etc. Donc, ils étaient très enthousiastes. Et en même temps, ce projet nous a permis, en fait, de garder les liens avec nos conseillères pendant un moment très compliqué, de les motiver, de manière, voilà, et aussi de les supporter aussi dans leur vie tous les jours, qui était très compliqué, dans un contexte compliqué. Donc ça, c'était un premier, en fait, essai qu'on a mis en place afin de renforcer, en fait, les liens avec les digitales et accompagner les clients offline et online également. Et c'est un test que vous avez continué aujourd'hui? Non, pour vous dire la vérité, parce qu'on est en train, en fait, de les repenser et voir comment on peut exploiter ces projets-là, récupérer tous les KPIs, tous les key learnings qu'on a pu avoir pour l'améliorer et mettre en place un projet beaucoup plus impactant et d'une plus grosse ampleur. Parce que c'est vrai que ça change quand même pas mal le business model du site web. S'il y a derrière des gens qui répondent pendant 20 ou 30 minutes à un client, il va falloir sacrément augmenter le panier moyen. Donc est-ce que ça fonctionne à ce point-là pour pouvoir le dupliquer? Encore une fois, en fait, la première raison qu'on a mis en place ce projet, c'était pour garder les liens avec nos consommateurs et faire un test and learn et voir en fait ces tests-là ce qui nous apporte. Forcément, les premiers résultats n'étaient pas au niveau de nos attentes en termes de business, mais c'était voilà une activation qui a été mise en place très rapidement. Toute l'orchestration, toute la planification a été faite en une semaine. Donc forcément, voilà, il y a des choses qu'on aurait pu faire mieux. Et c'est là où on en est aujourd'hui, voir comment on peut améliorer cette expérience-là pour effectivement monter le panier moyen et pour convertir encore plus. C'est l'avantage du confinement, c'est qu'on va vite, parce qu'il n'y a tellement plus rien à faire qu'on va très très vite. Justement, Philoté parlait de KPI. Chez Nestor, vous avez vraiment cette volonté d'apporter le plus de data possible, finalement quasiment comme gérer sa boutique, comme on gérerait un site web. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Quelles sont les datas un peu
hors habituel que tu vas chercher. Et justement, comment les marques s'en servent pour améliorer l'expérience au fur et à mesure? Il faut comprendre que le lieu est vraiment devenu un média aujourd'hui. C'est plus du tout simplement un point de vente, comme il a traditionnellement été appelé. Et donc, il faut le traiter tel qu'un média. Donc, les marques, quand elles investissent dans un média, elles veulent avoir des données de performance. Donc, en fait, on va avoir les mêmes informations qu'un média classique. Vous allez avoir par exemple, le nombre d'impressions, c'est le nombre de gens qui vont passer devant la boutique, ça fonctionne exactement de la même manière. Vous allez avoir le taux de clic, c'est les gens qui s'arrêtent devant la boutique et qui rentrent dans la boutique. Vous allez avoir la conversion, toutes ces données-là, on va être capable de les fournir. Nous, on a fait le choix d'équiper toutes nos boutiques de plusieurs technologies, de technologies qui sont à la fois vidéo, qui sont à la fois sur des technos Wi-Fi ou GSM, et de doubler ça d'infos plus quali pour avoir la deuxième strate, qui est toute cette partie plus comportementale et qui est totalement propre à la boutique. Qu'est-ce que font les clients quand ils rentrent dans votre boutique? Est-ce qu'ils vont passer 10 minutes devant votre premier linéaire, mais finalement ne consommer que ce qui est en fond de boutique, parce qu'on est capable de le lier avec les données caisses? Et donc, est-ce que votre linéaire, qui est votre vitrine, finalement, est réellement efficace? À l'inverse, est-ce que ce sont plutôt les femmes de 20 à 30 ans qui vont acheter, ou alors une cible que vous n'aviez pas du tout anticipée et qui, au contraire, va consommer vos produits? Donc, toutes ces infos-là, nous, on les rassemble, et les marques, évidemment, elles s'en servent à la fois pour travailler l'expérience, pour adapter l'expérience qu'elles proposent, parce que l'exemple de la cible, par exemple, vous adressez pas de la même manière à une jeune fille qu'à une femme d'un plus âgé ou qu'à un homme qui va consommer vos produits. Et elles vont aussi adapter leur stratégie derrière et leur manière de se confronter à la fois au retail physique, mais aussi sur le web. Et donc toute leur stratégie omnicanal va être bouleversée. Et nous, on est capable finalement d'avoir des informations à la fois qui sont celles d'un média traditionnel, mais qui vont beaucoup plus loin en termes de remontée. Et tu me disais qu'en termes de taux de conversion, chez tes clients, en moyenne, c'était quasiment 10 fois supérieur en boutique, et le taux d'embossement était quasiment 12 fois supérieur en boutique que sur le web. C'est quoi? Les gens ne savent pas dire non à un humain quand on lui dit donne-moi ton mail. C'est une plus grande confiance en boutique. Qu'est-ce qui crée cette aussi grosse différence? L'humain, on peut pas le nier, hein. C'est toujours un bon vendeur reste un bon vendeur. Néanmoins, je pense que le succès du web montre que l'humain ne fait pas tout. Mais l'humain, il est à deux niveaux. Il est au niveau du vendeur. Qu'est-ce que le vendeur est capable de proposer? D'ailleurs, il est passé de vendeur à conseiller, à ambassadeur aujourd'hui de la marque. Donc, on voit bien que le rôle du vendeur a évolué. Et il a évolué pour coller au plus près à ce que finalement est la stratégie des marques aujourd'hui, à savoir un ensemble de valeurs beaucoup plus qu'une stratégie orientée sur le produit. Donc on s'oriente beaucoup plus sur le consommateur. La deuxième chose, c'est que l'humain, il est présent dans l'acte d'achat. Tout ne peut pas être finalement résumé à un ensemble de stimuli qui fait que vous allez acheter ou pas acheter. Heureusement, il reste une part de décision personnelle, une part d'affect dans cet acte d'achat. Et c'est vrai que l'interaction physique, la découverte de la marque, l'interaction avec le personnel de vente, avec les matières, avec l'ambiance sonore, avec l'ambiance générale d'une boutique, avec le produit lui-même, avec ce qu'on va pouvoir vous raconter, avec le jour où vous allez l'acheter. Tout ça fait que vous n'êtes pas orienté de la même manière, de manière positive ou négative d'ailleurs. Et l'embasement finalement fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que si vous avez une bannière qui vous invite à mettre votre mail, si vous n'y voyez pas d'intérêt direct, vous n'allez pas le faire. À l'inverse, si on vous présente les avantages, ce que vous allez pouvoir en retirer, déjà vous allez activer un peu plus certaines zones de votre cerveau et vous allez vous dire pourquoi pas. La deuxième chose, c'est que vous allez aussi, et je pense qu'il y a un élément essentiel, c'est de taguer la manière dont vous recrutez vos clients. Et donc, si vous les recrutez en physique, d'être capable de suivre leur parcours, ou en tout cas, quand ils viennent sur la partie physique, de savoir quelle expérience ils ont vécue pour être capable de proposer quelque chose de beaucoup plus adapté. Et en fait, l'embasement va avec l'ouverture des newsletters ou des différentes interactions, et on a les mêmes multiples, je dirais, de conversion ou d'embasement ou d'ouverture. Et tout ça se reproduit parce que
si vous faites, et c'est ce qu'on conseille à nos clients, et c'est là-dessus qu'on accompagne nos clients, si vous arrivez à suivre de manière efficace les gens qui s'embasent ou qui viennent chez vous en physique et à savoir quelle expérience vous leur avez proposée et pourquoi vous vous adressez à eux, bah finalement, vous allez les encourager à échanger avec vous parce que votre communication sera beaucoup plus ciblée, beaucoup plus adaptée. Ce qui ne veut évidemment pas dire que le web derrière ne permet pas de développer et d'accompagner, au contraire, d'autant plus efficacement ce passage en boutique. Et là, on a la sensation que c'est sur les clients qui découvriraient la marque en boutique pour une première fois, qui s'en baseraient la première fois. Un client qui serait omnicanal, qui aurait déjà acheté sur le site et qui viendrait en boutique, est-ce qu'il crée un lien aussi différent une fois son passage en boutique et avec ses taux d'ouverture qui vont augmenter, etc. Oui, on observe. Alors, les chiffres sont moins bons. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais donc le client omnicanal, d'une manière générale, il est beaucoup plus rentable pour une marque que le client qui est siloté. Ça, c'est vraiment de l'ordre de plus de 30%. La deuxième chose, c'est que le client que vous recrutez en boutique, il est plus rentable aussi parce que sa lifetime value augmente et que, en gros, en VAN, donc pour les fans de maths, en valeur actualisée nette, il est de l'ordre de 6% plus rentable, ce qui est quand même important. Et quand vous venez dans un second temps en boutique, il faut que l'expérience soit décuplée parce que souvent vous venez en boutique dans un deuxième temps pour une raison de collecte, parce que vous avez vu un produit, etc. Vous avez déjà une interaction avec la marque et vous n'êtes pas forcément enclin à aller chercher plus loin et à aller découvrir plus la marque. Et donc ça, c'est vraiment un travail qu'il faut faire en boutique. Et je reviens sur les tags, de savoir comment vous avez recruté votre client, être capable de se dire, on a recruté ce client en web, il faut donc pousser la manière dont on va lui présenter la marque et dont on va être ambassadeur de la marque, encore plus que si c'était un nouveau client. Est-ce que c'est des proportions ou des volumes, en tout cas, qui se vérifient chez Herborian? C'est 10 fois plus de conversions en boutique, etc. Oui, tout à fait. On a la même tendance dans nos boutiques et j'ai rejoint Mathieu sur ces points. En fait, aujourd'hui, l'humain joue un rôle très important. Comme il disait Mathieu, oui, un bon vendeur, c'est un bon vendeur et on n'y paie pour rien. Voilà. Mais c'est une approche humaine qu'on essaye de mettre en avant de manière générale. Aujourd'hui, les produits n'est plus les rois sur les points de vente, mais c'est les clients et ses besoins. C'est pour ça, par exemple, qu'on a mis en place des formations, des ventes émotionnelles pour que nos conseillères puissent en fait approcher les clients ou les visiteurs de la boutique de manière différente et être axés en fait sur leurs besoins. Dans un objectif, oui, bien sûr, de vente, mais pas que, en fait. Dans un objectif de fidéliser et de comprendre ce que les clients attendent de nous. Au-delà de ça, il y a tout un écosystème en fait que nous avons sur un point de vente qu'on l'a pas sur les digitales. Quand on est sur un point de vente, il y a ce qu'on appelle les cérémoniales des ventes. Déjà, les cérémoniales des ventes commencent le moment où en fait la personne part de chez lui et elle se dit bah, je vais aller visiter la boutique parce que je vais découvrir la marque ou je vais acheter quelque chose. Donc là, c'est un moment crucial en fait qui est la personne commence à développer avec la marque. Et ça s'est continu sur le point de vente, mais même après, quand les clients rentrent chez lui et il essaye et il teste les produits. Donc il y a ces cérémoniales des ventes, en fait, on peut pas retrouver voilà, ailleurs, mais qui est sur les points de vente. Et aussi, c'est cette côté personnalisation, cette côté, en fait, un conseil sur mesure, uniquement pour vous, fait pour vous, par nous, par notre marque, parce que notre marque, it's a caring brand. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous et qu'on essaye de mettre en avant au quotidien dans nos boutiques. Mais enfin, comme Mathieu disait, quand on rentre dans une boutique, on est dans un état d'esprit différent et on est dans un cadre différent. Et là, c'est en fait les 5 sens voilà, qui commencent à fonctionner. C'est pour ça que moi, j'ai dit tous les jours à mes équipes qu'en fait, la retail excellence, c'est très important pour nous aujourd'hui. Qu'une fois qu'un client rentre dans le point de vente, et ben, que le merchandising soit soigneux, soit orienté client, soit compréhensif, et ben, il y a un certain type de musique qui est les points de vente, ça sent bon.
voilà, que c'est accueillant, parce que tout ça, c'est des petits détails, mais en fait, des petits détails qui contribuent en fait à la conversion et vont faire qu'à la fin de la journée, les clients va se sentir bien et il va acheter. C'est plus dur de rendre son site web olfactif, quoi. On le sait, les coûts d'acquisition explosent. Je pense à un de tes clients, par exemple, les raffineurs, qui à la base est très 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 digital, qui ouvre de plus en plus de boutiques. Est-ce qu'on a des chiffres sur alors pas spécialement des raffineurs, mais en général sur le coût d'acquisition? Déjà, est-ce que aussi en boutique il augmente, parce qu'on sait qu'il y a un trafic qui chute quand même sur la boutique. Donc, est-ce qu'il augmente proportionnellement, ou finalement est-ce qu'il est plus rentable en acquisition que sur le web? Alors, le coût d'acquisition sur Insta, Facebook, sur un certain nombre de produits a augmenté de 80% en un an. Je vous rassure, les flux piétons n'ont pas baissé de 80% en un an et les loyers n'ont pas augmenté depuis 80% en un an. Donc ça, c'est la première chose. Comment dirais-je, il y a un truc qui était impensable il y a 10 ans où acquérir un client sur Internet était l'Eldorado. Aujourd'hui, les courbes se sont croisées. C'est-à-dire que acquérir un client physique est devenu moins cher qu'acquérir un client sur le web. À nouveau, c'est évidemment pas les mêmes cibles. Acquérir un client physique, c'est forcément géographiquement contraint. Donc, vous pouvez pas faire exactement la même chose et comparer uniquement les coûts d'acquisition est trop réducteur. En revanche, c'est certain que la flambée des prix, on la constate pas en retail. Il n'y a pas d'effondrement des flux. Il y a d'ailleurs une baisse des flux, mais pas forcément des ventes. Nous, ce qu'on observe, c'est que la plupart de nos boutiques, et même en faisant vraiment tourner les marques, finalement, on obtient des chiffres d'affaires qui sont, de manière générale, plutôt stables, voire en légère croissance. Les prix, aujourd'hui, de l'immobilier ont plutôt tendance à stagner. Et finalement, il n'y a pas de raison que ça change structurellement. Donc on aura toujours une augmentation légère, mais finalement très, très contrôlée. La problématique sur le web, c'est que beaucoup de niches sont préemptées, beaucoup de produits, quand vous vendez un produit spécifique, il y a énormément de monde, donc il y a beaucoup de bruit, et c'est dur de se faire entendre. Et pour se faire entendre, soit vous mettez beaucoup de moyens, soit vous êtes capable de faire le buzz, mais ça, c'est pas éternel, soit finalement vous vous noyez dans la masse et vous investissez des budgets qui sont très importants pour avoir une couleur et une différenciation par rapport à vos concurrents qui va être moindre. Donc il faut arriver à trouver le juste équilibre, et je pense que ce n'est qu'une question d'équilibre, et aujourd'hui aucune marque, on est passé des DNVB dont tu parlais tout à l'heure aux ONVB, et je crois qu'il y a peu de marques aujourd'hui qui envisagent réellement de se dire on ne va être que physique ou que web. C'est le CEO d'Everlane, qui est une grosse boîte US, qui disait en 2012, moi vivant, grosso modo, jamais on ira en physique, et qui 5 ans plus tard disait, si on veut être rentable, il n'y a aucun autre choix que de passer par l'ouverture de boutiques physiques. Donc je crois que c'est assez symptomatique c'est une question de business model. Si vous voulez avoir un business model qui est viable et qui est durable, vous êtes obligé aujourd'hui d'ouvrir des boutiques physiques, permanente ou pas, hein, pop-up store, c'est très bien, mais vous ne pouvez passer que par là. Et évidemment que le web est un relais nécessaire et extrêmement structurant de ce que vous allez faire. Donc en fait, la boutique physique devient presque activateur du web, ce qui était l'inverse avant. Et chez l'Occitane, pour le coup, il y a énormément de boutiques. Est-ce que tu as le chiffre des boutiques l'Occitane Mais c'est beaucoup. Hein. Oui. Pour le coup, Herborian, vous en avez beaucoup moins. Pourtant, à t'entendre, c'est rentable, ça raconte une histoire différente, ça permet d'embaser des clients différemment, etc. Pourquoi pas plus, du coup? Est-ce que c'est juste une question de cash, d'ouvrir toutes les boutiques, ou est-ce que c'est une stratégie finalement d'avoir que très peu de points de vente par pays pour créer une sorte de flagship? Encore une fois, on est une marque jeune au sein du groupe L'Occitane. Donc, quand on a commencé, on voulait surtout en fait se faire connaître, développer les chiffres d'affaires de la marque et développer la marque de manière générale. Donc, on a commencé avec une boutique en France et on a ouvert une deuxième boutique. Et aujourd'hui, encore une fois, notre objectif, c'est que nos boutiques restent vecteurs d'image et nous sommes en train, en fait, de réfléchir sur l'exploitation de ces boutiques
boutique. Et je pense qu'il y a plusieurs marques aujourd'hui qui sont dans les retail, qui sont vers cette direction-là, pour trouver en fait les bons business models du retail, comme Mathieu disait tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'on ouvre plutôt des boutiques permanentes, est-ce qu'on fait des boutiques itinérantes ou est-ce qu'on fait carrément des pop-up en fait. Mais je pense que l'objectif commun en fait c'est de créer un point de contact avec les clients. Après ça dépend de l'image de la marque, ça dépend des objectifs business, ça dépend aussi de la santé financière de la marque. Donc voilà, mais il y a plusieurs options, je pense, à exploiter, à découvrir, etc., pour trouver en fait les business models viables aujourd'hui. Et c'est quoi les options envisagées par Herborian du coup ? Alors là, on est en plein dedans. Donc on est en train vraiment de réfléchir vers cette direction-là. On n'a pas encore défini notre stratégie, mais en tout cas, ce sont un peu de données confidentielles. Mais en tout cas, on est en train de réfléchir vers cette direction-là pour trouver le business model le plus viable qui correspond aussi à l'image de la marque, qui va nous permettre aussi de développer les retail, les contacts avec les clients et les performances du retail de manière générale. Et le pop-up store, justement, ça a un côté très digital, ça vient très événementiel, plus qu'une boutique assez classique. On s'attend à vivre une expérience un peu différente, un peu nouvelle. Aujourd'hui, justement, alors on le voit dans la presse, ça se développe beaucoup. Jusqu'où est-ce que c'est toujours l'étape primordiale pour ouvrir une boutique ? Comment les marques se comportent justement autour de ce produit pop-up store ? C'est assez variable. Ça dépend en fait de qui est la marque et d'où elle en est. Pour moi, l'ouverture d'une boutique, quelle que soit la forme, c'est un signe de maturité de la stratégie. Donc ça veut dire que vous passez une étape et en fait c'est valable à tous les stades de développement. La jeune marque, elle a besoin de se confronter, ce que tu disais tout à l'heure, elle a besoin d'avoir ce contact avec ses clients, elle a besoin de comprendre ses clients, elle a besoin aussi de passer à l'étape d'après, et donc elle va ouvrir un pop-up plus pour faire cette première expérience, ce premier contact, avant d'ouvrir de manière permanente. La DNVB qui a envie de rester web, ou le groupe web qui a envie de rester web, il a besoin de qualifier ses contacts clients, il a besoin d'apporter un peu plus un supplément d'âme à sa marque finalement, et que sa communauté s'identifie de manière un peu plus forte à ses produits. Et donc il va venir ouvrir de manière récurrente, un peu ce que tu disais tout à l'heure sur l'itinérance, mais avec un certain nombre d'événements dans l'année. Et ces événements, ces points de contact vont être finalement des bons relais de cette image. Et ensuite, on a le gros groupe, et là, le pop-up se transforme vraiment. Il se transforme en un outil, en fait, et un outil de transformation, un outil de compréhension à moindre frais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un réseau de boutiques, vous voulez changer quelque chose dans votre stratégie, on le fait en ce moment avec Chantal, mais je crois qu'on y revient après, et vous avez envie de changer quelque chose dans votre approche, dans votre manière de vendre vos produits, dans votre discours, dans votre gamme, de comprendre votre cible. Il y a une infinité de possibilités. Et plutôt que de le faire dans votre réseau, ce qui est lourd, ce qui est coûteux, ce qui est risqué, parce que vous risquez aussi de démotiver vos équipes, de perdre votre clientèle qui va ne plus comprendre votre message, ben vous allez pouvoir sortir un peu des murs et le faire chez quelqu'un d'autre, en gardant vos codes, mais en se donnant beaucoup plus de liberté que ce que vous pourriez faire chez vous. Et donc le pop-up, là, vient remplir un rôle beaucoup plus stratégique. Et donc ça me pousse à dire, j'en suis convaincu, mais je crois qu'il y a un vrai avenir au pop-up, parce que cette culture web, cette culture du test, elle est de plus en plus présente dans les organisations. Je crois qu'aucune entreprise aujourd'hui n'a envie d'alourdir son bilan juste pour le plaisir, donc la boutique doit avoir un sens. Et je pense que le pop-up va cocher de plus en plus de cases là-dedans, et donc a un vrai avenir, quelle que soit, encore une fois, la maturité de votre marque et quels que soient vos objectifs.
C'est vrai que vu ton business, c'est mieux que tu en sois convaincu. Sinon, ce serait un peu dommage. Mais c'est vrai que finalement, on a tendance, comme tu le disais, sur le digital, à pouvoir faire de l'A/B test, à pouvoir dire, bah, tiens, je vais tester deux nouveaux messages auprès d'une cible de 25-35. Sur de la boutique, c'est beaucoup plus dur de se dire, je vais faire une partie pour les jeunes, une partie pour les plus anciens ou pour des groupes sociaux différents. Le pop-up permet ça. Le pop-up permet du coup de sortir d'Avion-Montagne pour aller ouvrir une boutique en plein marais, c'est ça? Alors le pop-up, c'est pas le mot magique non plus, il faut faire attention. Nous, c'est ce qu'on fait. Mais c'est très particulier parce que, déjà parce qu'on a investi dans un réseau de boutiques qui nous permet de toucher des clientèles très variées et d'avoir cette diversité à la fois géographique et de clientèle et de cibles. Et parce qu'on les a équipés d'énormément d'outils qui permettent en temps réel de comprendre exactement ce qui se passe. Donc effectivement, c'est ce qu'on fait avec Courrèges aujourd'hui, qui est présent de manière très traditionnelle rue François 1er et qui avait cette vocation de rajeunir sa cible, de retoucher aussi une clientèle française, ce qui n'était plus trop le cas, et qui a ouvert avec nous une boutique rue Vieille du Temple dans le Marais, où on a vraiment pour vocation de retrouver et de tester quel est le bon message, parce que la marque avait un peu vieilli, sans vouloir lui faire injure. Et donc on a adapté, et l'A/B testing, on l'applique vraiment au physique. C'est-à-dire qu'une semaine sur l'autre, on est capable d'ouvrir deux boutiques en parallèle et de tester deux messages un petit peu différents et de voir exactement ce qui performe le mieux, ou de tester deux clientèles, parce qu'on va en ouvrir une rue de Passy et puis une aux Abbesses, donc avec deux cibles un peu voilà, et de constater que les performances ne sont pas les mêmes, d'établir des KPIs qui seraient les KPIs de la marque. Ce n'est pas des KPIs pour des KPIs, c'est chaque marque a ses KPIs et on les définit ensemble avant les opérations et on choisit les lieux en fonction. Et donc en fait d'adapter et progressivement d'arriver d'un point A en un timing assez serré à un point B où on a optimisé la stratégie à moindre frais en un temps record pour arriver à un produit qui est un produit boutique ou un produit stratégique qui finalement colle aux objectifs de la marque et qui est le plus à même de répondre finalement au budget, au BP et aux attentes de la marque. Et chez Herborian, vous faites des pop-up? Oui, oui, on fait des pop-up. Et demain, oui, pourquoi pas. Oui, on avait fait, en France, on avait fait un pop-up il y a des ans, juste avant le Covid. C'était à la Défense et c'était vraiment une très très bonne practice. On avait un très bon taux de basement. Un bon temps de conversion, on a pu faire aussi de la data collect. Donc c'était un bon moyen en fait pour faire connaître la marque, pour accueillir de nouveaux clients dans notre base de données, etc. Et surtout d'avoir une clientèle jeune, dynamique, des jeunes professionnels, etc. Donc c'est vraiment une bonne practice. Aujourd'hui, on continue de faire des pop-up dans les marchés, dans les différents marchés où on est présent. Et c'est aussi une volonté pour les jours, les mois, les années à venir de continuer dans cette façon de communication. Voilà. Et je voulais dire, parce que j'ai un point par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, qui est, oui, forcément, le pop-up, c'est les bons... On peut changer, moduler les merchandising, tout assez rapidement. Mais en fait, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire aussi dans la boutique. Quand je brief mes équipes, les archives, ou quand on fait des projets, etc., ce que je demande toujours, ce que je demandais dans mon ancienne vie, c'était un merch, des meubles modulables. Comme ça, en fait, s'il pleut, eh ben, on prend les imperméables, on le met tout de suite à côté de l'entrée et les produits soient top of mind dans l'esprit de client. Et en fait, c'est ça le retail aujourd'hui. C'est de la flexibilité, de la agilité et être au cœur de la tendance du besoin du consommateur. Donc, ce qu'il nous faut aussi dans la boutique, c'est des matériaux qui sont facilement adaptables et modulables. Mais c'est vrai que c'est une mentalité, en fait. C'est une mentalité de se dire il n'y a plus rien qui dure, en fait. Il y a ce côté éphémère, même dans la relation, dans tout ça, qui est important à avoir en tête. Et justement, par rapport à la stratégie pop-up, est-ce que quand on a fait découvrir sa marque à un client, qu'on lui a fait vivre une bonne expérience, est-ce que derrière la stratégie de la marque, du coup, c'est plutôt qu'il aille sur le web ?
parce qu'il coûterait potentiellement moins cher que d'ouvrir un pop-up une fois qu'il a été un peu séduit, ou est-ce qu'on a cette envie de le refaire venir en boutique? Est-ce que les marques, elles travaillent pour qu'il revienne en boutique, ou est-ce qu'on a envie plutôt de le laisser agir sur le web? Non, il faut régulièrement le requalifier en boutique. Il faut lui faire des piqûres de rappel. Je crois qu'aujourd'hui, la réponse c'est que cette stratégie-là, elle n'existe pas vraiment chez les marques. C'est très compliqué à mettre en place. Ce que je disais au tout début sur le tag, à savoir exactement à quel moment de la vie du client on a interagi de quelle manière. Et donc, quelle expérience il a vécu réellement en boutique, quel produit il a acheté sur le web, ça c'est assez facile, mais être capable à tout moment de savoir, cette personne-là, voilà ce qu'il a vécu en boutique. Donc, oui, évidemment que s'il consomme sur le web, c'est très bien et c'est beaucoup plus rentable pour la marque. Néanmoins, on constate que la durée de vie, si on veut l'allonger, si on veut augmenter la récurrence d'achat, si on veut augmenter les paniers moyens, il faut avoir ce rappel régulier en boutique. Et donc, il faut lui donner des raisons de venir. Et là, le web devient ce qu'il était au début, à savoir un très bon relais de Drive to Store. Et il faut cet équilibre, encore une fois. Et se dire, on l'a qualifié une fois et maintenant, on peut le laisser vivre sa vie sur le web, c'est le meilleur moyen que dans un an, il ait vécu une autre expérience en boutique chez votre concurrent et qu'en fait, il soit convaincu à côté, quoi. Et c'est le problème du pop-up store, c'est que ça dure pas longtemps. Donc il faut recommencer tout le temps. En fait, t'es une sorte d'abonnement, quoi. On est un SaaS déguisé, ouais. On arrive quasiment à la fin de cette intervention. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que parmi vous, certains ont des questions? Ne soyez pas timides. Si moi j'en ai eu autant, vous devriez au moins en avoir une. Oh, ils sont pas encore réveillés. Ils ont encore besoin d'un café. Ah, super. La question qui tue. Bonjour, Elisabeth Conny, Madame Benchmark. Combien ça coûte? Ouais. Alors, ça, c'est très, très compliqué de répondre, évidemment. Tout dépend de la durée de ce que vous voulez mettre en place. Tout dépend de la période de l'année. Il y a des périodes qui sont très fortes commercialement en décembre. Donc, là, la semaine augmente tout de suite. On passe sur... On va dire que le lieu va vous coûter 3 000 à 4 000 € la semaine. Et puis après, vous avez des coûts... Mais tout dépend de l'ampleur aussi que vous voulez donner à votre pop-up. À l'inverse, si vous voulez avoir un message qui est plus fort et faire plus de bruit, pour reprendre l'analogie que j'avais sur le web tout à l'heure, il y a des périodes plus creuses où vous allez être plus seul et les prix vont évidemment baisser d'autant, où vous allez pouvoir diviser par 2 ou 3 et où vous allez avoir une ampleur plus importante mais des chiffres d'affaires plus faibles. Encore une fois, le pop-up, ce que je disais au début, c'est que c'est vraiment une réponse à une question. Et tant que je n'ai pas la question, c'est difficile de vous répondre. Puis il y a aussi un côté... En gros, on peut partir de on va dire 5 000 € une semaine où vous avez tout compris, votre personnel de vente, etc. Une expérience forcément un peu limitée. Et puis on a des clients qui mettent 1,5 million sur une EP de 3 semaines. Et ce qu'il faut, c'est ouvrir le pop-up, mais avoir aussi un peu de budget pour le faire savoir, parce que sinon ça sert un peu à rien, quoi. Complètement, il faut le faire savoir, il faut l'encadrer aussi. Pour nous, on est aussi un cabinet de conseil parce qu'on pense que le pop-up est vraiment cet outil que je mentionnais tout à l'heure et que se poser les bonnes questions en amont pour pouvoir avoir les réponses à la suite du pop-up avec toutes les données qu'on va être capable de vous fournir, ça prend un peu de temps et ça prend un peu d'énergie de nos équipes et des vôtres. Et donc, encore une fois, il y a des marques pour qui une semaine peut permettre de répondre à ces questions-là. Quand vous avez des questions qui portent sur un peu plus d'historique, etc., c'est toujours plus intéressant de faire des pop-up un peu plus longs. Donc vous avez un tarif dégressif forcément si vous prenez 3-6 mois. Mais le budget sera évidemment augmenté d'autant. Donc voilà, j'ai du mal à réponse de Normand, quoi. Ça tombe bien, je suis Normand. Je crois qu'ils nous ont tous les deux prouvé que le retail était bien en vie. On a cru au début du Covid que les boutiques n'allaient jamais rouvrir, que les retail étaient morts, que tout allait se passer sur le web. Beaucoup se passe sur le web, mais pas tout. Et ça, c'est cool parce que ça nous permet encore d'aller rencontrer des humains. On n'est pas tous obligés d'aller dans les boutiques d'Amazon ou pour ne rencontrer personne et d'appuyer partout. J'ai pensé à Amazon complètement par hasard. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. On enchaîne juste après à 10h avec une conférence qui va être passionnante avec Decathlon qui invente un tout nouveau modèle d'abonnement.
franchement rester, parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette intervention. Et là, je vous laisse, il vous reste 10 petites minutes pour aller boire un petit café, faire connaissance avec tout le monde, et puis continuer cette belle journée. À tout à l'heure. Merci.